L'acteur d'horreur était son meilleur ami, il incarnait des personnages terrifiants dans des maisons hantées, pour le plaisir des visiteurs en quête de frissons. Mais la police allait bientôt l'accuser d'être devenu, dans la vraie vie, bien plus monstrueux que n'importe lequel de ses rôles. Une amitié qui remontait à l'école primaire. Une soirée de beuverie ordinaire entre deux amis d'enfance. Et un meurtre d'une violence si extrême que même les enquêteurs les plus aguerris peineront à trouver les mots pour le décrire. Aujourd'hui, je vous raconte l'histoire de Brandon Risney, et de la nuit où il a mis fin à la vie de son meilleur ami, Aaron Davis. Restez avec moi jusqu'au bout, parce que l'historique de recherche internet retrouvé sur son téléphone va littéralement glacer le sang des enquêteurs, et du juge lui-même. Bienvenue dans Inside Crime. Je suis Elisabeth Milner. Une voiture abandonnée dans un fossé, 12 novembre 2022, Rome, en Géorgie, à moins d'1h30 d'Atlanta. Il est presque 11h du matin lorsqu'un policier en patrouille remarque quelque chose d'anormal près d'un parc local, une Toyota Prius bleue, coincée dans l'eau au fond d'un talus. Ce véhicule appartient à un jeune diplômé universitaire de 21 ans, Aaron Davis, originaire de Cumming, en Géorgie, un garçon que son père venait tout juste de signaler disparu. Aaron devait, ce jour-là, rendre visite à sa petite amie en Alabama. Ce qui frappe immédiatement les enquêteurs sur place, c'est l'absence totale de logique dans la scène, aucune trace d'accélération, comme si le véhicule avait tout simplement roulé, seul, jusqu'à basculer dans le fossé. Les lumières du tableau de bord sont toujours allumées. La voiture n'était visiblement pas en train de rouler normalement au moment de l'accident. Le père d'Aaron, contacté par téléphone, confirme un détail essentiel. La veille au soir, son fils avait rendu visite à un ami d'enfance, un certain Brandon Risney. Ce dernier affirme avoir vu Aaron pour la dernière fois vers 22h, et n'avoir plus eu de nouvelles depuis. Les enquêteurs retracent alors les derniers déplacements connus d'Aaron. Et cette piste les conduit directement, au domicile de Brandon. Le premier interrogatoire, sur place, les enquêteurs trouvent Brandon déjà présent près du talus où la voiture a été repérée. Il se présente comme un ami d'Aaron, confirme sa disparition, et explique qu'ils étaient ensemble la veille au soir, chez lui. Il raconte s'être réveillé vers 1h30 du matin et avoir constaté qu'Aaron n'était plus dans la maison. Un détail interpelle immédiatement les policiers présents, Brandon semble avoir pleuré récemment, visiblement bouleversé. Plus d'une heure passe. Brandon commence alors à livrer des détails plus précis sur leur soirée. Ils auraient commencé à boire vers midi, tous les deux, sans personne d'autre présent. Il raconte s'être coupé le petit doigt en faisant tomber une bouteille au sous-sol. Être allé aux urgences le matin même pour se faire soigner, puis être rentré prendre une douche et se coucher. Il détaille également leur consommation d'alcool de la veille, une bouteille de vin partagée, un shot de whisky à la cannelle, et environ 2 bières chacun. Interrogé sur une possible piste médicale, une intoxication alcoolique sévère qui aurait pu expliquer la disparition d'Aaron, Brandon ne l'exclut pas totalement. Mais quelque chose, dans cette version des faits, ne colle pas tout à fait aux yeux des enquêteurs. La perquisition qui change tout, les policiers demandent l'autorisation de fouiller le domicile. Brandon accepte sans hésiter une décision qui, très vite, va se retourner contre lui de façon spectaculaire. Il accompagne lui-même les agents à travers la maison, leur indiquant les pièces qu'il fréquente rarement, une cave, un espace tous les combles auxquels il n'accède presque jamais, qu'il qualifie lui-même d'endroit un peu inquiétant. Tout semble d'abord normal, jusqu'à ce que les enquêteurs atteignent la chambre où Aaron avait passé la nuit. Là, une quantité de sang bien trop importante pour être expliquée par de simples vomissements attire immédiatement leur attention. Le volume, la disposition, tout indique quelque chose de bien plus grave qu'une intoxication alcoolique classique. Les agents remarquent également, en s'approchant, un point crucial, si Aaron avait réellement été victime d'une intoxication alcoolique sévère au point de vomir du sang, il aurait dû, en toute logique, pouvoir se lever et se déplacer par lui-même durant la nuit. Rien, dans cette scène, ne colle avec le récit livré par Brandon. Les enquêteurs découvrent également, dans la buanderie, des draps encore humides, visiblement passés à la machine à laver de façon précipitée, ainsi que des taches suspectes à plusieurs endroits de la maison. Une décision s'impose alors immédiatement, obtenir un mandat de perquisition complet pour fouiller l'intégralité de la propriété. Et la cavale, c'est précisément à ce moment charnière de l'enquête que tout bascule. Alors que les policiers semblent enfin sur une piste sérieuse, Brandon profite d'un instant d'inattention pour prendre la fuite en courant. S'ensuit une course-poursuite à travers plusieurs rues du quartier, les agents tentant tant bien que mal de garder un visuel sur lui, communiquant sa position par radio de rue en rue. Mais Brandon finit par disparaître complètement de leur champ de vision. Les enquêteurs retournent alors sécuriser la scène de crime,
désormais confirmée comme telle, pendant qu'une autre piste se dessine, peut-être que ses parents savent où il pourrait se trouver. Un voisin parvient à joindre le père de Brandon par téléphone. Ce dernier, visiblement pris de court, explique qu'il pensait que son fils était toujours chez eux, il lui avait pourtant recommandé, plus tôt dans la journée, de garder son téléphone allumé et de participer aux recherches pour retrouver Aaron. Le couple, actuellement à environ 1 heure de route de la maison, tente à son tour de localiser Brandon via une application de géolocalisation partagée sur son ordinateur portable. Les policiers insistent, il serait dans l'intérêt de Brandon de se rendre volontairement pour s'expliquer sur ce qui s'est réellement passé. Ce n'est qu'à la tombée de la nuit qu'il finira par se présenter de lui-même au poste de police. Le silence de Brandon arrive au poste accompagné de ses parents. Avant tout interrogatoire, les enquêteurs lui lisent formellement ses droits, dont celui de garder le silence, et celui de faire appel à un avocat. Brandon exerce ce droit presque immédiatement, demandant à être assisté par un avocat avant de répondre à toute nouvelle question. L'interrogatoire s'arrête donc là, laissant les enquêteurs se tourner vers ses parents pour tenter de mieux comprendre le contexte. Ces derniers révèlent alors un élément important. Brandon avait été ramené à la maison depuis l'université l'année précédente, en raison de crises d'angoisse sévères, de pensées suicidaires, et de ce qu'ils décrivent comme des hallucinations. Ils avaient pris cette décision, disent-ils, pour assurer sa sécurité et ajuster son traitement médical. Ils racontent également avoir reçu un appel de Brandon ce matin-là, évoquant des vomissements abondants chez Aaron, et le fait de s'être coupé la main. Peu après, la mère d'Aaron les contacte à son tour pour leur apprendre que la voiture de son fils a été retrouvée abandonnée. Interrogeant Brandon à ce sujet, ils obtiennent la même version. Aaron aurait quitté la maison durant la nuit, en pleine confusion. Sans pouvoir poursuivre l'interrogatoire, faute d'avocat présent, les policiers procèdent tout de même à une première arrestation de Brandon Risney, pour entrave à la justice. Mais cette charge, encore relativement mineure, ne va pas rester la seule très longtemps. Est la découverte finale. Quelques jours seulement après cette arrestation initiale, les enquêteurs font une découverte macabre sur une route reculée, à quelques kilomètres à peine du parc où la voiture d'Aaron avait été retrouvée. C'est bien le corps sans vie d'Aaron Davis qui est découvert à cet endroit. Brandon Risney est immédiatement inculpé pour son meurtre. L'autopsie va révéler qu'Aaron est mort des suites de multiples coups de couteau. Mais à ce stade de l'enquête, une question demeure sans réponse claire. Quel pouvait bien être le mobile d'un tel acte, commis contre un ami connu depuis l'école primaire? Cette question, à ce jour, n'a jamais trouvé de réponse définitive rendue publique. Brandon Risney ne sera d'ailleurs jamais jugé devant un tribunal au sens classique du terme. En 2024, il plaide coupable à une douzaine de chefs d'accusation, incluant le meurtre avec circonstances aggravantes, l'agression aggravée, la dissimulation de décès, l'abandon d'un corps, et le vol. C'est lors de l'audience de détermination de sa peine, en juillet 2024, que le monde va enfin découvrir l'ampleur véritable de l'horreur de cette nuit-là. Les révélations dès l'autopsie, devant le tribunal, l'expert médico-légal en charge du dossier détaille les conclusions de l'autopsie. Le bilan est effroyable, 40 coups de couteau au total, répartis sur l'ensemble du corps d'Aaron, tête, cou, torse, bras. L'expert évoque également une tentative de démembrement au niveau de l'abdomen et de l'un des bras, survenue selon toute vraisemblance après le décès. Un détail, cependant, va particulièrement marquer les esprits dans la salle d'audience, l'absence totale de blessures défensives sur les mains d'Aaron. Autrement dit, rien n'indique qu'il ait eu le temps ou la possibilité de se défendre. Il n'a manifestement rien vu venir. Ce n'était en aucun cas un combat mutuel. Brandon était le seul agresseur, le seul à avoir exercé une quelconque violence cette nuit-là. L'expert détaille également, à l'aide d'un système de codage par couleur sur les schémas présentés au tribunal, à quel moment précis chacune des blessures a été infligée par rapport au décès, certaines alors qu'Aaron était encore en vie, le cœur battant plus faiblement à mesure que le temps passait, d'autres après sa mort, dans le cadre de la tentative de démembrement. En comparaison, les seules blessures relevées sur Brandon lui-même se limitent à une éraflure sur le flanc, une coupure au petit doigt, et quelques marques sur les jointures, cohérentes, selon l'expert, avec le fait d'avoir été l'unique agresseur au cours de l'attaque. L'historique des recherches qui accable, c'est sans doute l'élément le plus glaçant de toute cette audience, l'historique complet des recherches effectuées par Brandon sur son téléphone, dans les heures et les jours qui ont suivi. Le meurtre. Le vendredi, immédiatement après les faits, les enquêteurs relèvent plus de 20 recherches distinctes concernant des draps et des couvertures, une tentative, selon l'accusation, de trouver des articles de remplacement identiques à ceux utilisés pour envelopper le corps d'Aaron, afin que la chambre paraisse inchangée aux yeux de quiconque y entrerait. D'autres recherches, ce même jour, lassent le sang, un produit professionnel détachant,
la disponibilité de rubans adhésifs dans un magasin, les symptômes de la schizophrénie, de l'acide chlorhydrique, les substances tristement associées à un tueur en série américain connu pour avoir dissous certains de ses victimes, ainsi que des recherches sur les endroits les plus isolés de la région, et sur la manière de vidanger une machine à laver. Chacune de ces recherches, selon l'accusation, correspond précisément à une étape de dissimulation du crime, nettoyer les traces de sang, envelopper le corps, l'enterrer dans un lieu reculé, effacer les preuves de la machine à laver. Entre deux recherches sur le sort du corps de son meilleur ami, Brandon regarde également des extraits d'un film mettant en scène un tueur particulièrement méthodique, échappant à la justice. Le lendemain, samedi, ses recherches se poursuivent, des entreprises spécialisées dans le nettoyage de taches de sang, la restauration après dégâts des eaux. Dans les jours précédant le meurtre, on retrouve également, dans son historique, une recherche portant sur un roman célèbre dont le personnage principal simule la folie pour échapper à une peine de prison en se faisant interner en hôpital psychiatrique plutôt qu'en établissement pénitentiaire. Les enquêteurs retrouvent également, dans les notes de son téléphone, une véritable liste de tâches post-meurtre, rédigée par Brandon lui-même, passer l'aspirateur, faire la lessive, se doucher, précisément dans sa propre salle de bain, et non celle où le démembrement avait eu lieu, et surtout, rédiger à l'avance le message d'alibi qu'il comptait envoyer à sa belle-mère, expliquant qu'Aaron aurait vomi abondamment durant la nuit avant de disparaître. Les relevés téléphoniques confirment qu'il a effectivement suivi ce script mot pour mot le lendemain matin. Un dernier détail, glaçant, ressort de l'analyse de son téléphone, des paroles de chansons, rédigées après le meurtre selon l'horodatage des notes, qui semblent décrire de façon troublante les derniers instants d'Aaron. L'accusation y voit une description à peine voilée de la scène du meurtre elle-même. Une chanson plus ancienne, écrite avant les faits, est également évoquée à l'audience. Le procureur y relève une philosophie qu'il qualifie de particulièrement dangereuse, l'idée que rien de ce que l'on fait n'a vraiment d'importance, que tout serait déjà écrit d'avance. Une vision du monde qui, selon lui, dispense son auteur de toute responsabilité et de tout remords. Est la plaidoirie de la défense. Malgré l'accablante accumulation de preuves présentées à l'audience, l'avocat de la défense va tout de même plaider en faveur d'une possibilité de libération conditionnelle à terme pour son client. Il reconnaît d'emblée l'ampleur de la tragédie, l'impossibilité de la réparer, et l'immense douleur de la famille Davis, dont les témoignages, dit-il lui-même, ont été particulièrement difficiles à entendre pendant l'audience. Mais il plaide néanmoins pour une forme de clémence, évoquant l'hypothèse qu'un meilleur accompagnement thérapeutique, un meilleur suivi médical par le passé, aurait peut-être pu éviter ce drame. Brandon Risney, de son côté, ne prononce pas un mot lors de sa propre audience de détermination de peine, laissant le juge conclure seul cette affaire. Le verdict final, le juge prend la parole pour rendre sa décision. Il reconnaît la douleur de toutes les familles présentes dans la salle, y compris celle de Brandon, mais souligne, sans détour, que la souffrance de la famille Davis dépasse de loin toute autre douleur exprimée ce jour-là. Perdre un fils, brutalement assassiné de cette façon, reste, selon ses propres mots, tout simplement inconcevable. Après avoir examiné l'ensemble des faits, des circonstances, et des arguments présentés par les deux parties, le juge rend sa décision finale. Brandon Risney est condamné à la prison à perpétuité, sans possibilité de libération conditionnelle. Une sentence justifiée, précise le juge, par la préméditation manifeste de l'acte, la nature particulièrement violente de la mise à mort, ainsi que les efforts méthodiques déployés pour dissimuler le crime par la suite. Brandon Risney purge aujourd'hui sa peine dans un établissement pénitentiaire de l'État de Géorgie. Cette affaire reste l'une des plus troublantes que nous ayons couvertes, une amitié de plus de 10 ans, brisée en une seule nuit, pour des raisons qui, à ce jour, demeurent en grande partie inexpliquées publiquement. Ce qui frappe peut-être le plus, ce n'est pas seulement la violence de l'acte lui-même, mais la froideur méthodique avec laquelle Brandon a ensuite tenté d'en effacer toute trace, heure après heure, recherche après recherche. Si vous ou un proche traversez une période de détresse psychologique, sachez qu'il existe des ressources d'aide disponibles, n'hésitez pas à vous tourner vers un professionnel de santé. Abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune nouvelle affaire, et je vous retrouve très vite pour un nouvel épisode. Je suis Elisabeth Milner, à bientôt sur Inside Crime.